L'Observatoire de la laïcité est un organisme indépendant, ce qu'on appelle une commission administrative indépendante, qui est placée administrativement auprès du Premier ministre, qui est donc interministériel, et qui a comme rôle, c'est ce que dit son nom, d'observer, c'est-à-dire de dresser un état des lieux aussi objectif et complet que possible de la situation de la laïcité en France. Comment en fait elle fonctionne, ce qui va, ce qui ne va pas, quels problèmes sont rencontrés, quelles réponses on peut y apporter. C'est un organisme jeune puisque nous avons été installés au mois d'avril 2013 par décret du Premier ministre et moi-même j'ai été nommé par le Président de la République. Comment est composé l'Observatoire de la laïcité? Quels sont ses membres? Nous sommes 23 membres avec 3 catégories de personnes. D'abord des parlementaires, nous sommes multipartisans, 2 majorités, 2 oppositions, 2 hommes, 2 femmes, 2 députés, 2 sénateurs. Et puis nous avons des représentants des ministères, les principaux ministères, parce que beaucoup sont concernés d'une manière ou d'une autre par les problèmes de laïcité, l'éducation nationale, l'intérieur, la justice, la fonction publique, et au total donc 7 ministères qui ont des représentants généralement de haut niveau, souvent du niveau directeur général, pour participer à nos travaux. Et puis le reste, donc sur 23 membres, en plus des 4 parlementaires et des 7 représentants des ministères, ce sont des personnalités qualifiées, avec des parcours, des origines, des expériences, des manières de voir très, très différentes. Nous avons un écrivain, nous avons un philosophe, nous avons des juristes, nous avons des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, nous avons des éducateurs. Et parmi nos membres figure par exemple, parce que l'actualité fait qu'on en parle beaucoup, Dounia Bouzar, qui, à titre personnel, mais en liaison étroite avec l'Observatoire, a mis en place le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Alors, comment travaillent ces 23 personnes? Nous travaillons en bonne entente et c'est vraiment un plaisir parce que nous nous nourrissons de nos diversités. Nous ne sommes pas d'emblée d'accord sur tout, ce qui prouve que la composition est utile, mais nous parvenons à des accords sur des avis importants que nous rendons. Un des premiers avis que nous avons rendus s'appelle « Rappel à la loi ». Dire ce qu'est la loi du 205, les lois suivantes, car bien souvent on les ignore, et dire ce qu'elle permet et ce qu'elle ne permet pas. De la même manière, nous avons publié un document un peu plus long qui s'appelle « Note d'orientation ». Au fond, nous avions voulu intituler ça « Charte », quelle était notre propre charte de la laïcité, et puis nous avons trouvé que le mot était un peu excessif. Et donc nous avons dit qu'est-ce que nous, après 1 an de fonctionnement, nous pouvons dire sur les principes, les valeurs, les règles juridiques et les réponses aux questions pratiques. Donc nous émettons des avis, soit que nous soyons saisis par le gouvernement, soit que nous nous saisissions nous-mêmes. La laïcité devient trop souvent un concept fourre-tout. Mais il y a aussi une volonté générale de se ressaisir de ce grand principe. Et ça, je ne vais pas m'en plaindre, car il est important que les acteurs de terrain, les agents publics, les citoyens et les élus réfléchissent et débattent sur ce qu'est la laïcité. Beaucoup de nos concitoyens, et même certains responsables politiques, ont de la laïcité une idée qui reste vague. Si, depuis sa conception même, des visions divergentes de la laïcité s'affrontent, nous devons nous en tenir ici à la laïcité telle qu'elle est définie par les textes juridiques et telle qu'elle est reprise par notre Constitution. Une laïcité qui n'a pas besoin d'être adjectivée. Pour l'essentiel, la définition juridique de la laïcité découle des lois sur l'école laïque de la fin du XIXe siècle et de la loi du 9 décembre 1905. Cela peut sembler ancien, mais que dire alors de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? En réalité, notre cadre laïque est d'une grande actualité pour notre société trop souvent divisée et inquiète. Tout simplement parce que la laïcité constitue un élément décisif pour bien vivre ensemble et au-delà pour faire ensemble. L'histoire de la France nous montre combien elle a finalement permis l'apaisement dans un pays qui a particulièrement souffert des guerres de religion et de persécutions à l'encontre de minorités. Il est donc très important de repréciser ce qu'elle signifie. Elle repose sur 3 principes.
Le premier, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la laïcité, c'est d'abord et avant tout une liberté. On parle souvent des limites qu'il faut y apporter pour préserver la neutralité et l'impartialité du service public. Mais on oublie que l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 proclame que, je cite, « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » Cela implique donc la liberté de croire ou de ne pas croire et la liberté de changer de religion, ce qui est une chance au regard de ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde. J'ajoute que la liberté de conviction n'est pas limitée à la sphère privée. Chacun peut exprimer ses convictions philosophiques, politiques, syndicales ou religieuses dans l'espace public. Ce n'est pas interdit, c'est un espace commun, un espace partagé, dans les limites de la Déclaration des droits de l'homme, dans la limite où l'expression de cette liberté ne nuit pas à la liberté d'autrui ou à l'ordre public. Mais cette liberté, c'est aussi la liberté vis-à-vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou de prescriptions religieuses. Le deuxième principe, c'est l'indépendance de l'État vis-à-vis de la religion. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens et l'État, qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte, ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. Il en résulte la neutralité de l'État et de l'administration par rapport aux convictions religieuses. Cette neutralité s'applique à tous les agents publics, qu'ils soient agents des collectivités locales, de la fonction publique hospitalière, agents de la fonction publique d'État, ou même qu'ils exercent dans des structures privées qui ont des missions de service public. Cette neutralité et cette impartialité de l'administration, nous devons les préserver. C'est la tâche de l'Observatoire de la laïcité, car c'est le cœur du fonctionnement de notre République. Mais il faut bien insister, car parfois il y a des confusions. Cette neutralité s'impose aux agents du service public, mais pas aux usagers. Les usagers ne sont pas astreints au principe de neutralité. Cela a des conséquences pratiques. Par exemple, une personne avec un signe religieux se présente à une caisse de sécurité sociale. Elle est parfaitement dans son droit, de même qu'elle peut assister à un conseil de classe de son enfant. Le troisième principe, c'est que la laïcité garantit l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs appartenances, à travers nos histoires, nos convictions, les endroits d'où nous venons. Nous partageons une identité commune qui les transcende tout en faisant une richesse, c'est la citoyenneté française. Nous sommes d'abord des citoyens à égalité de droits et de devoirs. C'est ainsi que nous faisons nation. La laïcité n'est donc pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes sous réserve du respect de l'ordre public. La laïcité impose la neutralité de l'État. L'État n'a pas de religion d'État et l'État doit traiter tous ses citoyens également, qu'ils soient croyants ou qu'ils soient non-croyants, et quelles que soient leurs croyances ou leurs opinions politiques par ailleurs. Dans ce cadre-là, tous les agents qui représentent l'État, mais également les collectivités locales et tous les services publics, doivent également être tout à fait neutres pour assurer cette impartialité vis-à-vis de tous les citoyens. Et donc, ils ne doivent avoir aucun signe d'apparence qui pourrait laisser, qu'ils pourraient privilégier ou qu'ils pourraient défavoriser un citoyen en raison de sa croyance et de son opinion. Cela suppose donc une parfaite neutralité de ces agents. Alors, on a eu dernièrement, au cours des dernières années, deux sujets qui ont défrayé la chronique. Tout d'abord, le licenciement dans une crèche d'une personne qui travaillait et qui affichait des signes religieux. Pouvez-vous nous expliquer un peu, alors même si on n'est pas tout à fait à la marge du secteur public, mais je dirais les nuances portées par la Cour de cassation? Un arrêt de la Cour de cassation de 2013, CPAM Seine-Saint-Denis, rappelle que tous les agents, même de droit privé, dès lors qu'ils sont délégataires d'un service public, doivent être neutres.
En revanche, concernant la crèche dont vous parlez, il s'agissait d'une crèche privée et qui n'était pas délégataire d'un service public, mais simplement d'un service d'intérêt général. Dans ce cadre-là, c'est le droit privé qui s'applique, la neutralité n'est pas absolue. En revanche, il est possible d'encadrer le signe religieux et de l'interdire dans certains cas, lorsque la mission est empêchée en raison de sa pratique religieuse. C'est ce qui a été retenu par la Cour de cassation pour le cas de la crèche Babylou, parce que cette structure est une petite structure qui accueille des enfants d'origine et de croyances très diverses, et parce que cette structure, par ailleurs, formait son personnel sans aucune contrainte et pression religieuse ou politique. Et donc, il a été admis, dans ce cadre très précis, que l'encadrement du fait religieux soit réalisé, qu'il n'y ait pas de possibilité de porter un voile dissimulant le corps et une partie du visage. Alors, autre point qui a fait l'actualité, ce concerne les sorties scolaires et le fait que des parents d'enfants accompagnent ces enfants dans le cadre d'une sortie scolaire en ayant des signes religieux. Est-ce que c'est possible, pas possible? Doivent-ils considérés comme collaborateurs occasionnels du service public? Le Conseil d'État a rendu une étude en décembre 2013 justement à ce sujet. Qu'est-ce qu'il a rappelé? Il a rappelé que les accompagnateurs, les parents accompagnateurs de sortie scolaire n'étaient pas des agents publics. Ils pouvaient être collaborateurs de service public, mais c'est plus une appellation qui est là importante pour des raisons d'assurance, mais qui n'emporte pas les obligations d'un fonctionnaire. Et donc, ils ne sont pas soumis à la neutralité d'un fonctionnaire. Ils restent des citoyens qui voient leur liberté de conscience garantie. En revanche, ce que rappelle le Conseil d'État, c'est que s'il n'y a pas de principe d'interdiction générale possible, il y a un contrôle à faire sur le comportement. Ces parents ne doivent pas être prosélytes, ne doivent pas avoir un comportement agressif à l'égard des autres parents ou des élèves. Et s'ils avaient un tel comportement, alors effectivement, on pourrait limiter leur participation, voire les interdire de participer à ces sorties scolaires. Et dans ce cas, l'interdiction relève du chef d'établissement? Dans ce cas, l'interdiction relève du chef d'établissement, des autorités compétentes, effectivement, au niveau de l'établissement. Mais donc, comme je vous le disais, ces sorties scolaires doivent se préparer en amont. Il n'y a pas d'interdiction générale. On peut porter un signe religieux et accompagner une sortie scolaire. Simplement, son comportement ne doit pas être prosélyte et agressif. Une confusion est souvent faite. Le principe de neutralité s'applique évidemment à ceux qui exercent une mission de service public, mais il ne s'applique pas aux usagers des services publics, puisque la laïcité va garantir aux citoyens leur liberté de pouvoir manifester des convictions dès lors qu'ils ne perturbent pas l'ordre public et qu'ils ne font pas au sein des services publics de prosélytisme. Et donc, lorsque vous êtes usager, que vous allez dans une mairie, dans une préfecture ou autre, vous avez le droit de porter des signes convictionnels. En revanche, bien entendu, vous ne pourrez pas perturber l'organisation du service, vous ne pourrez pas invoquer votre religion pour refuser de vous soumettre à un contrôle d'identité, par exemple, et vous ne pourrez évidemment pas faire du prosélytisme, c'est-à-dire non pas porter un signe, parce que porter un signe en tant que tel n'est pas un acte de prosélytisme, mais c'est-à-dire plutôt essayer de susciter l'adhésion des autres usagers à vos propres convictions, à votre propre religion. Il y a pour autant un point particulier à évoquer concernant les usagers, ce sont les élèves des écoles, des collèges et des lycées publics, puisque depuis la loi du 15 mars 2004, les élèves, qui sont des usagers du service public de l'éducation nationale, ne sont pas certes soumis au principe de neutralité, mais pour autant sont soumis à un fort devoir de réserve, puisqu'il leur est interdit de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse par le port de signes ou de tenues. Cela a été décidé tout simplement pour garantir à ces jeunes élèves de pouvoir développer leur libre arbitre sans contrainte d'aucune sorte, et donc effectivement en évitant de manifester ostensiblement une quelconque appartenance convictionnelle ou confessionnelle. Pour autant donc, pour ces jeunes élèves sont autorisés des signes discrets. Ces élèves ne peuvent pas faire de pression prosélyte dans les établissements scolaires, et enfin, dans tous les services publics, quels qu'ils soient, mais aussi dans tous les lieux publics, toute dissimulation du visage est interdite. Mais cela ne repose pas sur le principe de laïcité, mais sur deux autres principes, les principes de sécurité publique et d'interaction sociale. Et donc on ne peut pas, dans la rue ou dans un service public, porter un voile intégral ou porter un casque ou un masque ou une cagoule.
Pour comprendre comment s'applique le principe de laïcité et en quoi il permet l'équilibre entre liberté individuelle et respect du cadre collectif, il faut clairement distinguer non pas deux espaces entre le privé et le public comme on l'entend souvent dans le débat public, mais qui peut être source de confusion, mais 4 espaces. Le premier espace, c'est l'espace privé, au sens de domicile privé. C'est un espace où la liberté de manifester ses convictions est absolue, où l'on est totalement libre de s'exprimer comme on l'entend, sous la seule réserve du respect de la loi. Le deuxième espace, c'est l'espace administratif, c'est-à-dire l'espace de l'État, celui des collectivités locales, des services publics, des lieux qui hébergent une mission de service public. Dans ces espaces administratifs, les bâtiments, leurs façades, leurs murs, et les agents publics et tous ceux, même de droit privé, qui exercent une mission de service public, sont soumis à la neutralité. Mais pas les usagers, qui eux voient la laïcité leur garantir la liberté de manifester leurs convictions, dès lors bien sûr qu'il n'y a ni prosélytisme ni perturbation du service. Il y a cependant le cas particulier des élèves des écoles, collèges et lycées publics, qui sont, comme vous le savez depuis la loi de 2004, soumis non pas à la neutralité, mais à un certain encadrement. Le troisième espace, c'est l'espace social, c'est-à-dire l'espace où l'on travaille ensemble, comme l'entreprise privée ou l'association privée, qui n'est pas investie d'une mission de service public. La liberté de manifester ses convictions y est garantie, mais sous de nombreuses réserves. Respect des règles d'hygiène, de propreté, de sûreté, de sécurité, mais aussi de la bonne marche de l'entreprise ou de l'association, et par ailleurs le prosélytisme, qui, je le rappelle, est caractérisé non pas par le port de signes religieux, mais par le comportement, par les écrits, les actes, les paroles. Ce prosélytisme peut quant à lui être interdit. Le quatrième espace, c'est l'espace partagé, c'est-à-dire l'espace commun à tous, comme la rue, la place, les jardins publics ou la plage, la voirie en général, par exemple. C'est l'espace public, mais à ne pas confondre avec l'espace administratif. La liberté de manifester ses convictions est garantie dans cet espace public dans la limite du respect de l'ordre public. C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans cet espace, les manifestations politiques, syndicales ou religieuses, il y a encore par exemple un certain nombre de processions catholiques dans certaines régions, sont tout à fait possibles, mais elles sont encadrées par les pouvoirs de police du maire ou du préfet. Donc on le voit, les règles découlant du principe de laïcité ne s'appliquent pas de la même façon selon l'espace concerné et selon le statut professionnel que l'on a. Par rapport aux collectivités locales, ces dernières ont des sujets parfois complexes sur la laïcité. Le premier, on le voit fréquemment dans l'actualité, c'est le financement des lieux de culte. Comment les collectivités peuvent-elles agir en la matière? Alors c'est vrai que la question du financement des lieux de culte se pose, en particulier pour la religion musulmane, qui est plus neuve dans l'espace français que les religions chrétiennes ou la religion judaïque. On croit parfois qu'il n'y a pas de possibilité. Il y a des possibilités pour une collectivité locale, si elle le souhaite, par exemple une commune, d'intervenir sous la forme d'un bail amphithéotique, ce qui est pratiqué d'ailleurs dans beaucoup de cas par les communes qui souhaitent apporter leur contribution à l'édification d'un lieu de culte. Dans les agglomérations en développement, il y a aussi la possibilité de garantir des emprunts. Et puis, troisième possibilité, celle de financer des lieux culturels et pas cultuels. Une bibliothèque, par exemple, à condition qu'elle ne soit pas simplement la bibliothèque d'une religion. Donc ces possibilités sont généralement utilisées et bien utilisées. Certains pensent qu'il faudrait changer la loi. Ce n'est pas notre avis. Car si on change la loi, on va rentrer dans des débats extrêmement vifs qui risquent de polluer cette notion de laïcité, les uns étant pour une interdiction absolue de toute intervention, quelle qu'elle soit, d'une collectivité publique dans le financement d'un lieu de culte, et les autres étant pour une libéralisation compte tenu de la situation particulière du culte musulman. Cet équilibre n'est pas parfait, mais il nous paraît répondre assez bien aux préoccupations des élus. Alors, les règles sont un peu différentes pour l'entretien des bâtiments déjà existants. Absolument. Enfin, ce n'est pas tout à fait l'entretien. Dans la loi de 1905, le patrimoine religieux de la France a été transmis aux collectivités publiques, et d'abord aux collectivités locales. Ce qui montre bien que pour les auteurs de la loi, c'était déjà un patrimoine culturel, puisque c'était une loi de séparation des églises et de l'État, et qu'on remettait le soin
d'entretenir ce patrimoine, ces églises, ces chapelles, ces temples, ces synagogues, aux collectivités publiques. Les collectivités ont le devoir du propriétaire. Veiller à ce que l'édifice ne tombe pas en ruine, qu'il n'y ait pas de fuite dans le toit. Mais elles n'ont pas le droit d'intervenir pour des aménagements ou des améliorations intérieures si c'est destiné au culte. Donc il y a une jurisprudence très précise là-dessus. Comme vous le savez, c'est d'ailleurs une charge pour les collectivités locales, parfois lourde pour entretenir des bâtiments de grande qualité, mais elles ont les obligations du propriétaire. Et pour ce qui est des travaux à l'intérieur, je le répète, des travaux d'amélioration, ils sont en principe interdits par la loi. Bonjour à tous. Je vous propose de profiter de cette période de confinement pour revenir sur quelques idées fausses sur la laïcité. Une première idée fausse est de dire que la laïcité suppose la neutralité de tous dans l'espace public. C'est faux, la laïcité suppose la neutralité de l'espace public, mais pas dans l'espace public. De l'espace public parce que l'administration publique est neutre, impartiale vis-à-vis de tous, et donc elle ne peut pas apposer de quelconque emblème religieux sur un bâtiment public ou autre. En revanche, la laïcité va offrir la liberté aux citoyens qui n'exercent pas de mission de service public, qui ne sont pas fonctionnaires et qui donc ne représentent pas l'administration publique, de pouvoir exprimer des convictions et notamment donc de pouvoir porter éventuellement un signe convictionnel ou religieux. Cela est donc possible pour les citoyens qui ne sont pas soumis à la neutralité dès lors qu'ils ne troublent pas l'ordre public et dès lors qu'ils ne dissimulent pas leur visage, car la dissimulation du visage dans l'espace public est interdite, non pas d'ailleurs pour des raisons de laïcité, mais pour des raisons de sécurité et d'interaction sociale. Bonjour à tous, nous continuons notre série sur les idées fausses sur la laïcité avec l'affirmation selon laquelle la laïcité serait une exception française. C'est faux, même si la France est sans doute le pays qui a le plus tôt et le plus théorisé et juridicisé la laïcité, d'autres États ont adopté un système de laïcité, parfois en lui donnant d'ailleurs une définition différente. Par exemple, la Belgique, la Turquie, l'Inde ont adopté des systèmes de laïcité quand même très différents de notre système de laïcité. En revanche, il y a des États qui ont adopté des systèmes de laïcité très proches de nous, en tout cas en théorie, comme par exemple le Brésil, le Mexique, l'Albanie ou le Sénégal. Les deux premiers à majorité dans leur population chrétienne, les deux autres à majorité musulmane. Après, il faut noter que la pratique diffère, en particulier au Brésil et au Sénégal, parce que la religiosité y est très forte. D'ailleurs, par ailleurs, on sait que le président actuel du Brésil souhaite revenir sur cette laïcité. En revanche, on peut dire que l'Albanie, donc à majorité musulmane, et le Mexique, à majorité chrétienne dans leur population, sont des pays qui ont un système de laïcité très proche du nôtre, en théorie comme en pratique. Et rappelons d'ailleurs que le Mexique a adopté sa séparation définitive des églises et de l'État dès 1856, donc bien avant notre loi du 9 décembre 1905. Bonjour à tous, nous continuons notre série sur les idées fausses sur la laïcité avec l'affirmation selon laquelle il y aurait plusieurs définitions juridiques de la laïcité française. En fait, c'est faux. Il y a, ce qui est vrai, plusieurs définitions juridiques des laïcités dans le monde, car il y a plusieurs types de régimes laïques. En revanche, en France, si on met de côté, bien sûr, les régimes dérogatoires, il n'y a qu'un seul système juridique, juridico-politique, de la laïcité qui est défini par les textes fondateurs de la fin du 19e siècle, par la loi du 9 décembre 1905, la loi de 2004, mais aussi on peut aller jusqu'aux articles en particulier 4 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, même si le mot laïcité n'existait pas encore. C'est vrai qu'il y a toujours des débats forts sur la laïcité en France, mais parce que en ce domaine, chacun a toujours tendance à identifier sa propre vision subjective à la laïcité dans l'absolu. Il y a donc différentes interprétations intellectuelles et philosophiques de la laïcité qui se confrontent depuis sa conception même. Mais pour ce qui est de son application quotidienne, il n'y a qu'une seule laïcité sur laquelle il faut se fonder, cette laïcité en droit, qui a été largement définie par le Conseil d'État ou encore dans une décision importante de 2013 du Conseil constitutionnel. C'est sur cette définition juridique que l'Observatoire de la laïcité s'appuie pour ses travaux quotidiens. Et dès lors, c'est pour cela que nous n'adjectivons pas la laïcité, puisque c'est la laïcité tout court. L'adjectiver laisserait entendre qu'il y aurait plusieurs interprétations juridiques, et alors ne ferait qu'en minorer la portée.